Alors nous sommes de retour après une courte pause. Je vous invite à prendre place. La suite, effectivement, dans quelques instants, ça va être la table ronde et je laisserai à Mariam Katab le plaisir de la présenter, de l'introduire et de présenter nos intervenants et intervenantes, en l'occurrence. On voudrait simplement profiter de ce moment pour prendre quelques instants pour mettre à l'honneur une initiative. On est aussi une chaire d'enseignement et donc mettre à l'honneur une initiative qui a été réalisée il y a quelques semaines par nos étudiants de deuxième année du campus de la Défense, qui, dans ce qui s'appelle le cadre de la semaine des temps forts, sur une semaine, ils travaillent sur un thème, bâtir tout un plan de communication. Et dans ce plan de communication, il y avait notamment la réalisation d'une vidéo. Il se trouve que cette année, le thème des temps forts était l'inclusion. Ça tombe bien. Et donc, c'est 120 étudiants répartis en 17 groupes, de 5 à 6 étudiants, qui ont travaillé toute une semaine sur ce thème de l'inclusion, décliné en 10 sous-thèmes. Et on a eu envie de mettre à l'honneur aujourd'hui la vidéo que l'équipe lauréate a façonnée pour vous montrer effectivement l'appropriation de ce sujet par nos étudiants. Donc j'invite à la fois les lauréates à nous rejoindre ici effectivement devant la caméra, à les applaudir par la même occasion. Ainsi que Juliette Spack, qui est la directrice du campus de la Défense, qui est à l'initiative, Juliette, tu peux nous rejoindre aussi, à l'initiative de des temps forts, et de Justine Estarag, qui a accompagné les étudiants et étudiantes pendant toute cette semaine. Donc la photo, et je vous invite, la vidéo dure 2 minutes, et donc je vous invite à visionner cette vidéo donc, sur le thème, si je ne me trompe pas, de l'inclusion en entreprise. Dans le monde professionnel, chaque individu est unique, avec ses propres talents, ses propres idées et ses propres cheveux. Mais que se passe-t-il lorsque ces différences ne sont pas acceptées ? Bonjour. 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 Comment elle a pu venir comme ça, Elle a mis ses doigts dans une prise ou quoi? Mais c'est horrible, elle est sérieuse Anaïs? Non mais c'est n'importe quoi, c'est même pas pro, regarde. Quoi cette coiffure, mais c'est même pas pro, c'est horrible, c'est même pas professionnel, ça fait pitié, c'est très moche, elle serait tellement mieux avec les cheveux lisses. C'est parti. C'est parti. Donc, je vous propose de lancer cette table ronde qu'on a intitulée Management. Quel management de l'inclusion à la française? Donc, le sujet qu'on a voulu ouvrir aujourd'hui avec nos intervenants, c'est celui-ci. La France est une société diverse. On parle souvent de
de France universaliste, marqué par un modèle français républicain. On sait que l'histoire de la France, ses courants politiques, ses courants, son contexte social, son contexte économique ont une influence très importante sur la manière dont la diversité et l'inclusion sont traitées dans les organisations. On sait que ça peut aider, mais que ça peut aussi parfois freiner la progression de ce sujet, ou en tout cas que ça lui donne une coloration dans les organisations qui est assez complexe. Donc l'idée d'aujourd'hui, de cette table ronde avec nos intervenants, c'est d'essayer de comprendre, en discutant avec ceux qui travaillent sur le sujet, qui ont les mains dans le cambouis, qui sont dans les organisations et qui ont en charge le sujet diversité-inclusion, le management de l'inclusion, d'avoir leur regard sur justement ce modèle français. Est-ce qu'il existe, le modèle français du management de l'inclusion, oui ou non? Ou est-ce que voilà, c'est une vue de l'esprit? Et puis surtout, très concrètement, comment il s'illustre, comment il se matérialise au quotidien dans la manière dont les actions sont déployées, dont elles sont mesurées, dont elles sont traitées dans les équipes et au niveau France, mais aussi au niveau international, parce qu'on a autour de la table des représentants d'entreprises qui sont présents aux quatre coins du monde, on va dire, et intéressant aussi qu'ils viennent nous expliquer si, dans leur manière de travailler, il y a une différence entre le point de vue du manager à Paris, celui du manager à New York ou à Bangkok ou que sais-je. Donc je vous propose d'accueillir avec moi nos intervenantes. Donc c'est une table ronde pour le coup pas diversifiée, mais bon, une fois n'est pas coutume, donc voilà. Donc je vous propose d'accueillir, alors je lis pour pas faire d'erreur, donc Chloé Grégoire qui est responsable RH de SFIL, donc LASFIL, donc vous allez nous expliquer ce que fait LASFIL. Leïla Grison qui est directrice diversité, équité et inclusion Publicis, chez Publicis. Sur l'autre table, nous avons Agnès Sahal qui est haute fonctionnaire égalité et diversité au ministère de la Culture. Et puis Bouchra Aliwat, qui est directrice de l'engagement citoyen chez KPMG, donc grand cabinet de conseil. Alors, j'avais une première question à vous poser à toutes. Donc, on a parlé du management de l'inclusion à la française. Quelle est votre vision à vous? Est-ce que vous pensez qu'il existe ou pas ce modèle à la française? Qui veut se lancer? Leïla? Volontiers. Bonjour Mariam, bonjour à toutes. Pardon. Avec le micro, oui, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il existe un modèle de management inclusif à la française? Alors, j'aurais tendance à dire que non, parce que pour qu'il existe un modèle inclusif à la française, il faudrait qu'on soit dans une société établie comme étant inclusive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. La France n'est pas un pays très inclusif, en tout cas pas suffisamment à l'endroit de la volonté qui est la sienne de devenir plus inclusive. Une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas modéliser un management inclusif? Si, bien sûr. En revanche, il nous appartient de regarder une forme de réalité sur, aujourd'hui en France encore, souvent les différences sont perçues comme devant se positionner en dehors du cercle et pas à l'intérieur du cercle. Or, on a suffisamment de place sur notre territoire pour élargir ce cercle et vivre les différences de l'intérieur, et donc parler de diversité plutôt que de différence, et de parler de ce que la diversité peut apporter de positif dans une entreprise comme dans une école, on évoquait les écoles tout à l'heure. Voilà, donc pas de modèle encore à ce jour, sans doute aussi parce qu'on a pris 15-20 ans de retard par rapport à des modèles qui sont des modèles anglo-saxons, on verra sans doute pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que précisément, on n'est pas obligé de répéter les erreurs qu'ils ont faites et qu'on va pouvoir, nous, créer un modèle qui connecte avec nos enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre. On n'a pas encore
encore trouvé le bon réglage. On n'a pas encore trouvé le bon réglage. Non, ça c'est certain. S'expérimente beaucoup de choses. Et avant de parler de management inclusif, il faudra en tout cas du côté des entreprises se parler de recrutement inclusif. Parce que pour avoir un management inclusif, il faut avoir un corps social divers, ce qui est quand même encore loin d'être le cas dans l'administration publique, dans la culture, dans les médias, dans nos écoles et dans nos grandes écoles en particulier. Et ça se retrouve évidemment au sein des entreprises. À nouveau, c'est pas parce que ça n'existe pas bien encore qu'il n'y a pas de volonté de le créer, mais il va falloir faire vite et puis être agile sur le sujet. Merci Leïla. Agnès Saal, quelle est votre vision ? Est-ce qu'en France, on a vraiment une manière de traiter le sujet un peu différente, qui est très particulière, spécifique à la société ou au modèle français ? Oui, je dirais oui, mais j'ajouterais malheureusement, dans la mesure où nous manquons, me semble-t-il, d'un élément premier qui existe dans beaucoup d'autres pays, que Leïla a évoqué à juste titre à l'instant, et dont la France n'a pas encore, ne s'est pas encore dotée, pour plein de raisons, c'est-à-dire la vision statistique. Et il est vrai, on l'a vu beaucoup dans les combats que nous avons menés, que nous continuons de mener en faveur de la parité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans tous les secteurs, de la politique, de la société, de la culture, de l'entreprise, etc. À quel point la nécessité de disposer d'instruments de mesure et d'éléments objectifs chiffrés permet à la fois de prendre conscience de la réalité du problème, et le problème est réel, mais également de dégager des moyens d'action et des leviers. Or, en matière de diversité, et on peut évidemment énumérer beaucoup de critères de discrimination et d'exclusion, mais parmi ceux-là, je pense qu'il faut mettre en avant ceux liés à l'origine ethno-raciale, aussi à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, au lieu de résidence, à la vulnérabilité économique et sociale. Enfin, il y a tout un faisceau d'indices qui conduisent à exclure, à empêcher, à entraver beaucoup des personnes qui composent la société française à être bien représentées à tous les niveaux dans toutes les acceptions de ce terme. Or, ce qui souvent, en tout cas au sein de l'administration, au sein de nos établissements d'enseignement supérieur, dans les entreprises culturelles, ce qui nous manque, c'est une vision objectivée de la situation. Nous savons, grâce à l'INED et à sa dernière étude Trajectoire et Origine, que à peu près, même un peu plus du tiers de la société française est issue de l'immigration. Et ce qui serait drôlement intéressant, mais pour l'instant nous n'avons pas les données utiles, ce serait de vérifier si cette proportion, ce tiers, se retrouve ou pas, j'aurais tendance à dire ou pas. Mais à la limite, n'ayant pas de chiffres sur lesquels m'appuyer vraiment, je me base sur les quelques études disponibles, sur l'Observatoire de la diversité de l'ARCOM, qui analyse année après année la présence des personnes perçues comme non blanches sur les écrans, et on voit très bien qu'on n'est pas du tout au tiers. Donc, vérifier si cette proportion est bien représentée à tous les niveaux de la société, de l'entreprise, de l'administration. Et si ça n'est pas le cas, ce qui me semble être la situation actuelle, comment déterminer les leviers d'action? Et donc, en ce sens, il me semble que nous avons un gros travail, à la fois, je dirais presque philosophique, d'acceptation de la prise en compte de la nécessité de compter, et puis une prise en compte également de la nécessité d'agir. Et donc, il me semble vraiment que cette double dimension d'analyse objective et de mise à disposition de données chiffrées et de détermination d'une politique réellement qui corrige les imperfections actuelles, ce sont deux éléments à la fois essentiels et dont la France ne me semble pas encore s'être vraiment dotée. Juste pour rebondir par rapport à tes propos, Agnès, qu'est-ce que ça veut dire? En France, il n'y a pas une culture de la mesure sur ces questions-là, parce qu'on compte quand même et on tient un certain nombre de KPI sur plein d'autres sujets. Donc, est-ce que le modèle français est marqué par
une absence de la culture de la mesure au sens large, Non. ou alors c'est vraiment inhérent à ce sujet-là de l'inclusion? Moi, je crois en réalité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que le modèle républicain universaliste a, d'une certaine manière, occulté la nécessité de prendre en compte les différences qui, comme le disait Leïla, ne sont pas des dangers, mais au contraire des richesses. Et cette volonté de considérer que tout le monde est libre et égal en droit, c'est absolument juste et c'est absolument vrai. Mais d'un autre côté, on ne peut pas occulter la réalité des entraves, des obstacles qui sont souvent liés à la couleur de peau, à la religion, parfois à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre. Et donc, cet empêchement presque philosophique a conduit à proscrire, et il n'est pas question de remettre ça en cause, les statistiques ethniques dans la société française, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais pour autant, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il existe beaucoup d'autres manières de compter, de prendre la mesure effective de cette diversité dans l'entreprise, dans l'administration, dans les institutions culturelles. Mais il me semble que le déclic politique ne s'est pas encore opéré suffisamment pour que nous puissions démarrer à grande échelle ce travail d'objectivation de la mesure. Alors, on a des initiatives formidables. Et tu le sais, Mariam, puisque Mosaïque y a beaucoup contribué, nous avons, pour les femmes dans les médias, mis en place un baromètre de la diversité qui permet de poser un certain nombre de questions aux membres des entreprises du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, et d'en inférer un certain nombre de perceptions de discrimination, pas seulement, mais notamment liées à l'origine. Donc, il y a ici ou là des initiatives qui permettent d'objectiver la situation, mais il me semble que nous manquons, et je ne me fais pas faute de le dire, y compris à l'échelle de l'interministérialité, c'est-à-dire au niveau de la ministre de l'égalité, du ministre de la fonction publique, en leur indiquant que plutôt que de dérouler à grand-peine des tentatives de mise en place d'outils spécifiques, domaine par domaine, on aurait besoin, à l'échelle de l'État, d'une volonté affichée et assumée de prise en compte de la nécessité de la mesure et d'une méthodologie qui soit reconnue, acceptée, sans qu'on ait l'impression de faire les choses de manière clandestine, détournée, comme si on était en train de commettre un crime de lèse-majesté en voulant compter. Donc une volonté politique, voilà. C'est ce que tu nous dis. Merci Agnès. Bouchra, alors chez KPMG, groupe présent dans plusieurs pays dans le monde, forcément la question se pose. Quelle est ta vision justement de l'inclusion? Est-ce que tu penses qu'il existe un modèle français? Est-ce que, comme le dit Agnès, il y a peut-être une culture de l'objectivation sur les sujets de la mesure qui n'est pas si courante que ça, en tout cas si facile que ça? Tu me disais en préparant cette table ronde que par rapport à ce qui se passe chez KPMG aux États-Unis notamment, il y a des sujets qui sont peut-être moins traités en France qu'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Déjà, en introduction, oui, je pense qu'il y a une vraie singularité dans le système effectivement, de management inclusif en France, mais une singularité qui est liée aussi à son histoire. Il faut aussi comprendre l'histoire de la France avec toute la période de colonisation après la Seconde Guerre mondiale, puisque vous parliez justement de compter. Attention, quand il s'agit de compter, je pense qu'on a quand même aussi l'histoire et le poids de l'histoire qui nous empêche peut-être à un moment aussi de compter. Il y a aussi toute l'histoire de l'immigration avec l'assimilation versus l'intégration. Et c'est ça qui conduit également la France à avoir une singularité, clairement, dans sa façon de traiter le sujet d'inclusion. Et sans compter, bien sûr, la laïcité, évidemment, qui crée vraiment une exception, je dirais, à la française sur ces questions-là. Par rapport à cette notion de compter ou pas compter, là-dessus, je vous rejoins. Au Canada, aux États-Unis, ça ne leur dérange pas de compter. Ils comptent, d'ailleurs. Ils savent
qui est quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des communautés qui sont organisées, même en sein de KPMG. Vous avez, moi, c'était assez surprenant, mais bon, après, ça ne me surprend pas, puisque c'est la culture aussi anglo-saxonne qui est comme celle-ci. On n'a pas du tout de souci à dire qu'il y a un club KPMG des Afro-Américains, des anciens vétérans, des gays, de la communauté LGBT, de la communauté arabe, etc. etc. C'est assez, je dirais qu'ils sont assez à l'aise sur cette question-là. En France, effectivement, parce que on a un système, une culture française articulée autour de cette aussi notion de laïcité aussi, on a un peu de mal, effectivement, à compter ou à identifier une personne autour d'une identité, ou en tout cas autour d'un des critères liés effectivement à cette notion de diversité. Mais je pense qu'à un moment aussi, c'est si on veut avoir une démarche de progrès, de toute manière, nous sommes obligés à un moment de savoir d'où on part. Et le point de départ, le point zéro, il est quand même assez important pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et effectivement, KPMG, en tout cas en France, on a eu un petit peu d'audace, je dirais, et un courage, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais comme KPMG en France est passé société à mission, a décidé d'intégrer dans un de ses objectifs de mission la diversité et l'inclusion des talents, mais aussi de favoriser ça pour la société, on l'a fait, cet exercice, on a fait le baromètre diversité et inclusion, d'ailleurs avec Mosaïque RH. C'est un travail qui était très intéressant, et qui a permis aussi de soulever des vrais questionnements au sein de la direction, évidemment. Est-ce qu'on a le droit de poser ces questions-là? Mais c'est la première chose qu'on vous demande. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut compter comme ça et être identifié comme étant de telle ethnie, de telle race, de telle religion, de tel genre, de telle orientation? Donc ça posait vraiment des questionnements, mais plus en se disant on veut préserver le salarié. On veut préserver aussi l'appartenance et l'identité du salarié, et on ne veut pas effectivement lui coller cette fameuse étiquette. Ça, c'était un des éléments qui était assez fort. C'est pour ça qu'on a effectivement les outils aujourd'hui, et Mosaïque, tu pourras très bien l'expliquer, autour de cette question de l'anonymat, du volontariat, et on peut effectivement le questionner. Et c'est là que je pense que le management effectivement de l'inclusion à la française, quand vous appartenez à un groupe international, multiculturel, et là on peut se confronter à des vraies difficultés. Parce que lorsque vous avez par exemple KPMG Canada, le modèle canadien, il est assez intéressant parce que là, effectivement, il y a vraiment une grande diversité. On prône vraiment la diversité de chacun. L'appartenance religieuse n'a pas du tout il n'y a pas du tout de problème par rapport à une appartenance religieuse, quelle qu'elle soit. Et là, vous avez, et puis vous pourrez trouver cette vidéo sur LinkedIn, finalement, le président de KPMG International, qui est d'origine canadienne et qui fait la promotion, en tout cas, qui met en valeur une femme associée musulmane portant un foulard sur une vidéo qui est diffusée à travers le monde. Donc, évidemment que nous... Ça, il y a eu des réactions, justement. Mais il n'y avait pas Quel type de réaction? Il n'y avait pas lieu d'avoir de réaction au niveau international. C'est normal. Je veux dire, y a pas, on pose pas le sujet n'est pas porté. C'est une façon de faire de l'inclusion et de la diversité. Vous savez, on a des formats quand vous appartenez à un groupe international comme celui-ci, lorsque vous avez des formations. Par exemple, ce sont des formations qui sont créées, le contenu en tout cas est créé par au niveau international. Donc c'est pareil, il va y avoir beaucoup d'ethnies différentes et on va avoir dans nos formations des personnes qui portent le voile ou qui ont une appartenance religieuse, quelle que soit, ou un nom, etc. Et on le dit, on l'affiche, vraiment. Et c'est là qu'on arrive à un choc culturel, effectivement, entre notre modèle à la française, notre modèle effectivement d'inclusion, et on se heurte effectivement à un modèle international qui pose aujourd'hui, je dirais pas qu'on se sent offusqué, ou c'est pas là où se pose le problème, qui questionne en tout cas. On se questionne sur notre modèle à nous et pourquoi nous avons un regard effectivement comme celui-ci, mais d'un autre côté on va aussi valoriser le modèle français
qui a son succès. On en est fiers, effectivement, de ce modèle laïque. Mais ça pose des vrais questionnements quand on est confronté à des cultures et des modes de fonctionnement qui sont différents des nôtres. Et pourtant, on appartient au même groupe. Oui. On va en parler tout à l'heure en effet, la complexité de mettre en place des actions quand on est un groupe international et de trouver une cohérence finalement globale et de véhiculer des valeurs quand même qui sont des valeurs qu'on voudrait être universelles quand on est un grand groupe. Mais en fonction des pays, on voit que ça peut parfois être un vrai casse-tête. Chloé, si on parle maintenant de justement la manière dont chez Spiel, en fait, vous traitez le sujet de l'inclusion, le management de l'inclusion, comment vous prenez le sujet? Est-ce que vous, voilà, dans ce qui vient d'être dit, est-ce que vous confirmez, vous infirmez voilà, les propos? Oui, chez Spiel, je rejoins un petit peu ce que vous dites sur les classifications, l'audit. Ça reste encore frileux pour faire des clubs d'orientation sexuelle, de genre. On essaye de monter ça, mais les gens sont assez frileux, assez discrets. Donc voilà, on commence à en parler un petit peu plus. On a adhéré à l'autre cercle récemment. Donc on va faire une table ronde avec l'autre cercle prochainement pour essayer de faire venir, de faire parler les gens et d'adhérer sur ces positions-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, par rapport à ces groupes, par exemple? Quelles sont les réactions les plus courantes? C'est que c'est pas forcément un sujet, c'est encore frileux, ou ça reste une sphère personnelle, et ils ont du mal à fusionner l'idée de la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Les gens cloisonnent encore beaucoup en entreprise en France. C'est vrai nous, on est purement français, donc on ne bénéficie pas de la culture que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est un vrai challenge, en tout cas en interne, d'embarquer les gens sur cette typologie de sujets. Après, il y a d'autres sujets où on est un peu plus avancé, où ça fonctionne bien, notamment sur le handicap. On sensibilise beaucoup sur des temps forts, sur notamment le handicap invisible. On travaille avec plusieurs cabinets, on a fait notamment un envoi de courrier à domicile. On est allé dans la sphère privée, aller chercher les gens pour qu'ils puissent se déclarer, avoir la confiance à la fois du management, de l'ARH et de leur employeur à se déclarer sans que c'est une influence sur leur carrière, parce que c'est encore aussi un frein de se dire si je me déclare, alors je serai peut-être mis de côté ou j'aurai pas la même ascension professionnelle qui est possible. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. On a des enjeux, et là pour le coup sur le handicap on le mesure assez bien, assez facilement. Voilà, on est assez fiers. En 3 ans, on a doublé le nombre de personnes en situation de handicap chez Spiel grâce à ces sensibilisations, ces communications régulières. Et l'idée, c'est d'aller les chercher avec des formats différents pour aller toucher des cibles différentes. On a testé récemment la réalité virtuelle. Et c'est vrai que c'est un format peut-être un peu innovant qui a permis de toucher d'autres salariés qui sont venus à cette typologie d'événements et qui après, ça a ouvert la parole et se sont déclarés assez spontanément derrière. Il y a vraiment un besoin de renouveler, d'innover à chaque fois les actions pour accrocher les collaborateurs sur des sujets qui, ce que vous dites, en fait, sont considérés encore comme parfois des sujets qui relèvent du domaine et de la sphère personnelle et pas de la sphère professionnelle. Tout à fait. C'est ça. Et ben justement, Leïla, tu peux prendre le micro parce que si on en revient à Publicis et aux actions qui sont mises en place chez Publicis, est-ce que tu peux un peu nous expliquer voilà, comment est pris le sujet, à travers quel type d'action justement qui peut-être reflète justement ce modèle qui est en construction, parce que pour toi il n'existe pas encore, il est en construction chez Publicis. Il est en construction partout, et je trouve que ce serait dommage que de s'arrêter en se disant que c'est acquis, parce que clairement le boulot n'est pas fait encore. Et voilà, d'une manière générale, je pense à plutôt aller chercher l'étage du dessus. Sans doute, ça fera le rebond avec ce que vous venez de dire, et je vais raconter un petit peu les actions qu'on met en œuvre chez Publicis. Mais du coup, moi, l'enjeu, c'était de prendre tous ces sujets au prisme du talent.
au prisme du talent et par exemple sur des enjeux pour les femmes, on va être sur l'empowerment. On va pas être dans une énième sensibilisation sur les discriminations. Sur le handicap, c'est pareil. Sur la mixité sociale, c'est pareil. Sur les seniors, c'est pareil. Juste en rebond, pardon, avant d'intégrer, de rentrer dans le dur des actions que l'on conduit, et en rebond de ce que vous venez de dire, Bouchra et Agnès, comme vous, je pense que la mesure est un enjeu majeur. Ce qui ne se pilote pas, enfin, ce qui ne se mesure pas ne peut pas se piloter. Et on est un pays cartésien dans lequel on adore la mesure. Le seul sujet, on mesure, on a l'index Pénicaud pour l'égalité femmes-hommes, on a l'index sur le handicap, on a un index senior qui pointe le bout de son nez. On ne fait que contourner un sujet dont on sait que le résultat, si on le mesure, va nous mettre un peu mal à l'aise. Ne pas nommer ou ne pas mesurer les discriminations raciales, en l'occurrence, ne font pas qu'elles n'existent pas. Donc on recule pour mieux sauter ou pour mieux se prendre un mur. Donc voilà, comme vous, je voulais aller sur ce sujet. C'est-à-dire, bien sûr. Juste pour dire à quel point vous avez raison, tous les testings qui sont menés prouvent bien, absolument, mais de manière radicale et systématique, qu'il s'agisse de l'entreprise, qu'il s'agisse des collectivités locales, qu'il s'agisse de l'administration, que ces discriminations liées à l'origine, au lieu de résidence, à l'orientation sexuelle, elles sont opérantes, elles existent. Et donc, on voit bien que ce problème-là est au cœur des enjeux à la fois d'inclusion, d'intégration et de démocratie, tout simplement. Absolument. Et à ce point que, parce que évidemment que nous y allons tous pour des raisons, en tout cas autour de cette table et dans cette salle, pour des raisons éthiques sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Mais ne perdons pas de vue, et c'est aussi l'enjeu de Publicis, que ça coûte aussi à la performance. C'est majeur pour quelles raisons? Donc Publicis, on a un grand groupe de communication, de marketing, digital et de technologie. On a une immense responsabilité. On produit chaque jour des millions et des millions d'images qui habitent le monde. Les écrans de nos enfants, nos écrans à nous. Tu disais tout à l'heure, Bouchra, que dans cette campagne de promotion, je ne sais plus alors de quel était le niveau de direction de la personne voilée qui... Ça n'a pas fait débat parce que ça existe en fait. Donc vous n'avez que montré en communication quelque chose qui est de l'ordre de l'existant, du possible. Aujourd'hui en France, la réalité c'est que, et on va progresser, c'est possiblement pas possible. Donc effectivement ça choque, ça donne le sentiment d'être poussif, que c'est un truc woke. C'est juste parce que cette situation en France, d'une femme dirigeante, si elle n'est pas auto-entrepreneur, qui porte un voile, n'est pas rendue possible. Alors je dis ça d'une femme dirigeante portant un voile, c'est valable pour plein d'autres types de diversité, on va dire, ou de singularité. Et enfin, l'autre sujet, c'est pas parce qu'on a une histoire singulière qu'on doit se trouver des excuses. Tous les pays du monde ont des histoires singulières. Les États-Unis ont une histoire singulière. Les UK aussi. Donc voilà, ça c'était juste pour mettre ça de côté. Et je vais en revenir c'était en mon nom, et c'était pour en revenir à ce que fait Publicis. Donc Publicis, on a un grand groupe de communication. On a une responsabilité puisqu'on produit de l'image et du coup on crée des références collectives. On crée des imaginaires collectifs. Et il y a deux choses. Ou vous ne représentez pas une partie de la société, un tiers de la population française, si on se parle de cette singularité-là. Mais évidemment qu'on peut se parler du handicap, on peut se parler de comment on va mettre en situation une femme, son temps de parole, qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle. Voilà, donc on peut mettre bout à bout, effectivement, l'orientation sexuelle, les identités de genre. Tout ça mis bout à bout, on a donc une énorme responsabilité et on façonne un peu la manière qu'ont les gens de se représenter. Et donc que les gens ont de consommer. Ça, c'est un premier point. Et ça construit en fait des réalités. Donc on a évidemment, nous, une énorme responsabilité. C'est notre devoir éthique que d'agir sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Mais je le disais, on a aussi un enjeu de performance. C'est-à-dire que quand on accompagne des grandes marques françaises ou mondiales qui, elles, vendent à toute la population française qui, elle-même, est complètement plurielle, vous ne pouvez pas imaginer vendre de la même manière et adresser le même sujet à tout le monde. Un opérateur téléphonique ne vendra pas pareil son abonnement à un primo-accédant, un jeune de 18 ans qui habite à Saint-Denis, que quelqu'un qui est mère de famille dans le 16e arrondissement. Ce ne sont pas les mêmes besoins, ce ne sont pas les mêmes codes, mais ce sont les mêmes usages. Je dois passer un coup de fil. Si vous n'avez pas dans vos équipes une mixité sur tout type de singularité, vous ne pouvez pas imaginez avoir une réponse, quel que soit votre secteur d'activité, qui soit ajustée à l'économie. Et donc, ça répond à des sujets qui sont business,
vous êtes plus performant et plus innovant et souvent plus performant financièrement aussi quand vous êtes une entreprise inclusive. C'est pas moi qui le dis, c'est Deloitte, c'est McKinsey, c'est Goldman Sachs. Ce ne sont pas que des philanthropes. Vous êtes plus performant et vous êtes plus innovant quand vous êtes une entreprise mixte. À l'inverse, je ne crois pas beaucoup au fait qu'un environnement consanguin puisse innover durablement. Donc, on y va aussi pour des logiques de performance chez Publicis. Ce qu'on a mis en place... Oui, non, vas-y. Je reviendrai sur cette notion de performance tout à l'heure. Continue. Ce qu'on a mis en place, si je prends différents faits, donc... Black Lives Matter a été un moment un peu de bascule chez Publicis. Là où aux États-Unis, il n'y a pas de sujet de diversité, de mixité, notamment ethnique, au sein des directions. Arthur Sadoun, qui est notre président, rentre de New York et nous dit, et à juste titre, mais comment c'est possible qu'en France, alors qu'on est le pays lead, on soit si peu mixte et si peu divers. Évidemment, chose que quelques personnes concernées se disaient tout bas dans les couloirs. C'est le moment où on a créé cette direction. Et on me dit, mais Leïla, est-ce que tu crois qu'on est discriminant pour des raisons d'origine ou pour des raisons de... Je dis non. En revanche, on est discriminant sur le plan du recrutement. D'accord. Oui, mais quand on cherche la diversité, on n'en trouve pas. Où est-ce qu'on recrute ? On recrute quasi exclusivement dans les 4 meilleures écoles de commerce ou dans les 4 meilleures écoles de création. Quelle est la sociologie de ces écoles ? Voilà. Et donc, tout ce que tu disais tout à l'heure, Agnès, sur les entraves, parce que vous avez été à un moment donné discriminé en 6e, en 5e, en 4e, pas forcément pour votre couleur de peau, mais pour des raisons socio-économiques, vous n'avez pas pu vous développer aussi bien qu'un enfant qui a la chance d'être entouré de parents, cadres supérieurs, qui a accès à la culture, qui a accès... Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on va retrouver dans les grandes écoles une sociologie de personnes et qu'on va regarder, et là, on arrive très bien à compter, des fils et filles d'ouvriers, puisqu'on ne peut pas compter la couleur de peau, qui sont seulement 13% en licence et plus que de 5% en master. Et au moment où on doit les recruter, effectivement, cette diversité, cette mixité sociale ou cette diversité d'origine, on ne la trouve pas. Donc, pas de côté. On est allé recruter dans d'autres formations, donc les BTS qui sont réputées être les formations les plus égalitaires, au sens les plus représentatives de la société. Si en plus vous allez plutôt dans les quartiers prioritaires de la ville, un lycée public, vous avez de la chance de trouver la mixité, la diversité que vous recherchez. Et alors là, on est du coup en plus dans une diversité la plus totale. Ces élèves de BTS, parce qu'ils ne faisaient pas partie des parcours d'excellence, en tout cas comme étant identifiés par les grands groupes, ne trouvaient pas de stage. Or, un stage, ça conditionne aussi la suite de votre carrière. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, donc on a ouvert des promos de BTS. On a 5 partenariats publics avec des lycées. Enfin, 5 partenariats avec des lycées publics. En moins de 2 ans et demi, c'est plus de 200 élèves qui ont fait leur stage chez nous. Faire un stage chez Publicis, ça t'ouvre les portes après, comme par hasard, de quelques grandes écoles. Quand tu postules ou quand tu candidates à ton admission, on te regarde un peu différemment. Tu es un peu dopé aussi en confiance en toi. Tu trouves de meilleurs stages. Évidemment que l'ambition, c'est pour moi derrière de les recruter, parce que j'ai besoin de diversifier mon corps social. Mais si l'un dans l'autre, je les perds parce qu'ils ont bossé chez un concurrent, qu'ils deviennent un jour manager parce que tu les as accompagnés à leur bac+5, voilà, on aura gagné. C'est un des dispositifs qu'on va mettre en place, mais je rentre par le talent. Je ne suis pas la fondation Publicis au sein de Publicis France. Je suis la personne qui est en charge de diversifier ses talents parce qu'elle pense. D'abord, ça me fait du bien le matin quand je me lève de faire des trucs auxquels je crois, mais aussi parce que je pense que notre groupe en a besoin pour des raisons de performance, de réputation, de marque employeur. On est plus attractif quand on est divers. Voilà, c'est un des exemples. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en France, pour faire du management de l'inclusion, l'argument performance est un argument qui est important ? C'est vrai qu'on parle souvent du modèle aux États-Unis où il y a dans la culture quand même et dans la manière de traiter le sujet une vraie distinction entre la non-discrimination qui relève plutôt d'une approche juridique versus l'inclusion qui est en clair ce qui est bon pour le business et ce qui peut apporter de la performance. Et pour le coup, c'est vraiment 2 approches qui cohabitent dans l'organisation avec souvent 2 personnes différentes qui pilotent ces 2 approches. En France, c'est un peu différent. Peut-être qu'on laisse la non-discrimination au droit et aux défenseurs des droits et qu'en interne, l'argument qu'on a trouvé qui a l'air de fonctionner en tout cas,
C'est celui de la performance, En fait, ce que tu dis? C'est un argument. Vous avez des personnes qui vont y venir par engagement, à qui ça donne du sens, qui s'emmerdent un peu dans un environnement trop homogène. Et donc, qui n'ont pas besoin qu'on aille les chercher sur cet enjeu de performance. Pour eux, la performance, c'est de pouvoir être utile, de pouvoir transmettre et de pouvoir se nourrir d'un air frais qui vient les challenger dans leur manière de penser. Donc là, et c'est honnêtement la plupart des gens à qui je parle. Pour autant, oui, dans un pays comme la France, tant qu'on n'aura pas gagé que la diversité, c'est une chance, et pas seulement pour des raisons philosophiques, et pas seulement pour des raisons d'universalisme, parce qu'on adore se regarder sous cet angle-là, mais c'est une chance parce que pour des raisons démographiques, on a intérêt à diversifier nos talents, pour des raisons... juste même des raisons cognitives, on a intérêt à se confronter à des esprits qui fonctionnent différemment. Tant qu'on n'est pas mûr pour comprendre que c'est une richesse vraiment, alors il faut en passer par des leviers qui sont des leviers qui, ma foi, fonctionnent quand on cherche à faire un peu de croissance économique, qui est de parler de performance, avec des chiffres qui sont aussi, à l'inverse, le coût de la non-inclusion. C'est 16 000 milliards de dollars au niveau mondial que ça va coûter aux économies si on ne se montre pas plus inclusif. Les pays considérés comme étant inclusifs sont aussi des pays qui fonctionnent le mieux économiquement. Donc moi, à nouveau, mon sujet, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Alors, si on peut gagner en ayant raison, c'est tant mieux. Mais du coup, voilà, il y a des gens qu'il va falloir adresser avec la performance et d'autres avec la dimension éthique et de responsabilité. Et oui, en France, sur ce sujet encore un petit peu crispé, de se dire que ça peut être utile aux économies et l'innovation, ça fonctionne bien pour l'instant. Merci Leïla. Bouchra, en préparant cette table ronde, tu me disais aussi que le sujet a aussi évolué chez KPMG, que la fondation a disparu, qu'aujourd'hui tu diriges une direction de l'engagement, que finalement le sujet est devenu un sujet d'engagement, beaucoup plus transverse. Oui, alors... Je pense que ce qui est intéressant lorsqu'on travaille sur cette question de diversité et d'inclusion, c'est de savoir comment on va le traiter. Si vous le traitez juste sur le biais du recrutement, vous allez faire autant de formations que vous voulez pour leur dire il faut lutter contre les biais cognitifs, il faut faire des fresques de diversité, etc. Ça ne va pas forcément marcher parce que vous allez aussi toucher à ce qui est de l'ordre de l'humain aussi et des biais qu'on peut tous avoir à un moment de l'autre ou aux valeurs qu'on peut avoir. Et puis surtout, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et puis, on va bien souvent aller recruter des personnes qui nous ressemblent. Parce qu'on sait que les personnes qui nous ressemblent vont travailler de la même façon que nous, etc. etc. Et on n'imagine pas à un moment qu'une personne qui a grandi au fin fond du 93 peut avoir des ressemblances avec nous, effectivement. Ou des différences, mais des différences qui sont compatibles. Et donc, ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est que quand on traite cette question-là, nous, on le traite, on a deux pieds. Un pied dehors, un pied dedans. Le pied dehors, c'est l'engagement citoyen. C'est comment aussi, comme le disait effectivement Leïla tout à l'heure, à un moment, il faut aussi qu'on aille voir et qu'on accompagne tous les jeunes issus finalement de la diversité et qu'on aide aussi qu'on les accompagne aussi à accéder à une formation dans les grandes écoles, parce qu'on le sait, il y a des biais aussi au niveau social. Lorsque vous êtes né dans un quartier, finalement, les formations courtes versus formations longues, l'accès à des grandes écoles qui peut être une difficulté liée aux financières, tout simplement. Et vous, la solution qui était de dire on va essayer de les former ailleurs, finalement on va essayer de les recruter ailleurs, pas dans les grandes écoles où on recrute habituellement, nous aussi, il faut peut-être aussi pousser. Nous, on est aussi une entreprise qui est engagée effectivement et qui peut aussi servir de levier pour éduquer aussi et expliquer aussi à ces grandes écoles que nous, on a aussi envie d'avoir des jeunes qui viennent d'horizons aussi tout à fait différents. Et ça, l'entreprise peut le faire via le prisme de la citoyenneté, de l'engagement citoyen. Et c'est en ça que je dis que en menant des programmes liés à l'engagement citoyen, comme le fait Publicis, dans les lycées, nous c'est pareil, ça fait 20 ans effectivement qu'on a monté un programme dans les lycées professionnels.
Je vais vous dire, on part de loin, on parle des bacs pro. Au début, on parlait des BEP, donc on était très, très éloignés dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville. Mais on croyait effectivement qu'il faut accompagner ces jeunes, et c'était plutôt effectivement sur une démarche d'engagement citoyen. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 20 ans qu'on fait ce programme-là? Ça fait 20 ans, donc avec une 50aine de lycées, plus de 4000 jeunes par an. Eh bien, notre regard, il a considérablement changé. Puisque nous impliquons des collaborateurs, des managers, des personnes qui recrutent aussi, des directeurs dans ce type de programme, qui se déplacent, qui vont dans les quartiers, qui vont dans les lycées, qui vont rencontrer les jeunes, etc. Eh bien, le regard a considérablement changé. C'est pas uniquement sur le biais de la performance, c'est aussi sur le biais de la performance, mais c'est aussi sur le biais de la méritocratie, c'est aussi sur le biais des valeurs aussi de persévérance, des soft skills que peuvent développer ces jeunes, et on les trouve différents, et on se dit, on va les prendre, de toute façon on va les former, puisque nous on a un cabinet effectivement d'audit, de conseil, et on sait que la formation elle se fait aussi dans l'entreprise et chez nous. Donc on se dit, on va les recruter, on va justement être beaucoup plus inclusif, on va peut-être les recruter effectivement niveau BTS, mais on va les accompagner à avoir des formations diplômantes, et on leur propose soit de venir en apprentissage, on les accompagne en bachelor, soit d'être recrutés en BTS, et on se dit qu'on les accompagnera aussi à de la formation. Vous voyez. Mais comment on a pu faire ça en 20 ans? C'est parce qu'on est parti sur le terrain. Parce qu'on est allé aussi à la rencontre de ces établissements scolaires, de ces jeunes, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à changer notre regard sur finalement cette diversité qu'on n'imaginait pas. Ça, je trouve que ça fait un bel écho par rapport à l'intervention du professeur Burnat tout à l'heure, qui disait en effet, qui expliquait que les politiques d'inclusion, finalement, leur but final, c'est la cohésion sociale, finalement. Et donc de travailler l'inclusion sous l'angle de la citoyenneté aussi via des actions d'engagement, ça participe à retisser ces liens qui permettent finalement de réduire les fractures sociales et finalement de travailler le vivre ensemble, un pied dehors, un pied dedans. J'aime bien cette expression. Agnès, c'est aussi un peu la démarche du ministère de la Culture, avec toutes ces actions hors les murs, cette idée aussi d'aller vers, finalement. Ce qui est extrêmement passionnant, notamment dans ce que à la fois Bouchra et Leïla ont dit, c'est que finalement, cette notion de performance, elle peut tout à fait se décliner dans un environnement à la fois public, et non pas privé, et culturel, avec évidemment un volet économique, parce qu'il faut bien que ces structures vivent et s'équilibrent à un moment donné, parce que on se dit que, et c'est vraiment une conviction, non seulement que j'ai, mais que beaucoup dans le secteur artistique et culturel ont désormais, ça a beaucoup évolué en assez peu de temps. C'est-à-dire que intégrer l'idée que la diversité de points de vue, donc d'origine sociale, d'origine ethnique, d'origine religieuse, d'origine géographique, constitue finalement un élément clé pour l'enrichissement du phénomène même de création culturelle. C'est-à-dire que forcément, on l'a beaucoup dit et on le vérifie jour après jour dans la place des femmes dans les secteurs artistiques et culturels. Et c'est exactement le même discours, le même combat et la même conviction dans le champ des diversités, en indiquant que la création, qu'il s'agisse des arts visuels, du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de l'architecture, de l'archéologie, enfin de tous les secteurs culturels et artistiques, ces secteurs-là s'enrichissent infiniment d'une diversité de regards qui vient d'une diversité d'approches et donc d'une diversité de points de vue et d'origine. Et que finalement, là, on est un peu décalé par rapport au dispositif de performance, même si ça le rejoint à un moment donné. On est dans un enjeu d'originalité du regard porté sur. Et cette originalité-là, elle vient évidemment d'une diversité d'histoires, d'une diversité de récits, d'une diversité de points de vue qui est sacrément intéressante. Parce que quand vous voyez une formidable
à la fois autrice, metteuse en scène, qui désormais dirige le Théâtre national de Strasbourg, le TNS, Caroline Guéla-Nguyen. Quand elle met en scène, quand elle écrit, quand elle met en scène des pièces de théâtre qui racontent d'une certaine manière son histoire au travers de différentes communautés auxquelles elle est rattachée par son histoire familiale et personnelle, ça vous donne un point de vue inédit dans tous les sens du terme et passionnant, d'une beauté renversante et qui en même temps émeut, bouleverse et n'a rien à voir, pardon d'être un peu caricatural, avec les récits d'auteurs blancs, quinquas ou sexagénaires, issus de milieux différents et qui n'ont pas du tout la même histoire. Et donc, cette diversité de points de vue et de regards est un élément majeur, clé de l'enrichissement du dispositif même de création. Et en boucle, et c'est d'une certaine manière là qu'on rejoint un peu, mais même peut-être parfois beaucoup, la notion de performance, c'est à qui s'adresse-t-on ? Ces histoires, finalement, quand elles racontent autre chose, quand c'est un autre point de vue sur le monde, sur l'autre, ont vocation à attirer un public qui sort un peu, et même beaucoup, du cadre des habitués, de celles et de ceux qui fréquentent habituellement, parce que c'est leur éducation, c'est leur culture, c'est leur milieu social, c'est leur environnement géographique, parfois professionnel, qui fréquentent les lieux culturels. À partir du moment où tu ouvres la porte à d'autres regards, à d'autres récits, d'autres personnes viennent, parce qu'elles se sentent soudain concernées, représentées, intéressées. On va sortir du domaine de la création, qui est un peu évident, mais qui pour autant mérite attention. Un exemple dans le domaine des musées. Là, je conduis un travail absolument passionnant avec à peu près 25 musées, à la fois nationaux, très grands, et territoriaux, qui va leur permettre de s'interroger sur la façon dont le musée est un lieu qui fait société. Mais simplement, il faut peut-être regarder les collections, que ce soit des collections d'art, des collections de sciences et techniques, des musées de société. Il faut peut-être regarder les collections d'un autre point de vue que l'histoire des arts traditionnels. Il ne s'agit pas, encore une fois, on a l'habitude de nous accuser de wokisme, il ne s'agit pas de barrer d'un trait de plume l'histoire de l'art en disant on le jette à la poubelle, on n'en parle plus. Non, mais c'est un autre point de vue. Et quand, par exemple, on raconte les collections permanentes, on organise des expositions temporaires, on organise des parcours de visite, des documents, des outils de médiation et de communication qui font un pas de côté par rapport au regard traditionnel, vous voyez tout de suite à la fois combien c'est plus riche et intéressant. Souvenez-vous de la grande exposition au musée d'Orsay qui a fait date, le noir dans les collections du 19e siècle. Non seulement c'était passionnant, intéressant du point de vue de l'histoire de l'art, mais en même temps, ça donnait un regard décalé, mais passionnant sur ces collections. Et on a eu une fréquentation de cette exposition qui a dépassé 500 000 visiteurs, ce qui est beaucoup. Et d'autre part, la directrice du musée d'Orsay, c'était Laurence Descartes, qui est maintenant présidente du musée du Louvre, me disait que beaucoup, je ne dirais pas la plupart, mais en tout cas beaucoup des personnes qui ont visité l'exposition n'avaient jamais mis les pieds à Orsay et peut-être jamais mis les pieds dans un musée, parce qu'on leur racontait leur histoire. Donc voilà, c'est à tous ces points de vue-là, finalement, qu'on rejoint les dimensions à la fois économiques, sociales ou sociologiques et culturelles, profondément, intrinsèquement culturelles. Et on pourrait presque ajouter vraiment, sans rebond de ce que tu dis, Agnès, qui est passionnant sur effectivement comment on déplace la notion de performance quand ce n'est pas de la performance financière. Pasteur l'avait très bien compris. Ses plus grandes découvertes, tout comme Françoise Barré-Sinoussi qui a découvert le virus du sida, qui travaillait dessus bien sûr, mais qui pour autant en fait à l'occasion d'une erreur, parce qu'elle travaillait avec un autre chercheur qui travaillait sur autre chose, mais sur la même paillasse, finalement aboutit à trouver. Et donc à l'Institut Pasteur, si vous avez l'occasion d'aller visiter un jour, donc il y a l'Institut François Jacob, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises,
qui a été conçu comme ça, sur la base de cette méthodologie Pasteur. Toutes les grandes découvertes médicales, la plupart du temps, en tout cas à l'Institut Pasteur, l'ont été faites par des chercheurs de nationalités différentes qui travaillaient ensemble, parfois sur des sujets différents, mais les uns à côté des autres. Et le fait de se croiser, de confronter une manière de réfléchir, une méthodologie différente, vous amène à construire la solution du dessus et à innover. Donc quand c'est pas de la création au sens de publicitaire ou au sens de artistique, c'est aussi dans la science, c'est d'innovation en ingénierie. Voilà. Et donc à l'échelle d'un pays, ça peut vraiment créer de belles choses si on laisse la place. Si on laisse la place. Et non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, parce que j'en étais pas convaincue au début, je suis très honnête, mais au bout de 20 ans, j'en étais complètement convaincue, la force de la culture comme un véritable levier d'inclusion. Et ça, je l'ai expérimenté effectivement avec les jeunes, et notamment, vous parliez des musées, le musée des Confluences, qui est très pionnier, qui se trouve à Lyon, qui a une offre pédagogique avec laquelle j'ai vraiment travaillé auprès des jeunes, et j'ai vu la puissance et la force de la culture, que peut avoir la culture, évidemment, sur cette question d'inclusion. Je voulais vraiment le souligner parce que je vous rejoins, je l'ai vu, et pourtant, j'admets, il y a 20 ans, j'aurais pas eu le même discours, parce que je me disais, c'est pas en mettant un violon dans les mains d'un jeune que vous croyez qu'il va forcément être bien que... Mais on s'est rendu compte que oui, ça fonctionne. Effectivement, l'art, comme vous le disiez, la musique, l'art, le théâtre national avec Premier Acte. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont permis effectivement de recréer ce fameux lien dont on parlait tout à l'heure, le lien social, et puis se retrouver une identité française, et valoriser finalement cette culture aussi française qui permet de se réconcilier aussi avec ce qu'on l'on est. Donc vraiment, je vous rejoins. Oui, merci. Et puis, pardon Mariam, et puis aussi sortir de l'assignation. C'est-à-dire, rien ne m'énerve davantage que quand on me dit « Ah oui, pour les jeunes des banlieues, on va organiser des ateliers de hip-hop. » Ça va. Peut-être qu'ils ont envie et besoin et qui seraient absolument passionnés, et c'est le cas à chaque fois qu'on l'expérimente, de découvrir autre chose. Je ne veux pas dire du tout que le hip-hop n'est pas intéressant, mais pourquoi les enfermer exactement? Pourquoi les enfermer? L'expérimentation de Demos, qui est ces orchestres ouverts aux jeunes de quartiers plus difficiles, auxquels on met à disposition un instrument de musique, on les fait travailler tous les répertoires musicaux. La maîtrise populaire de l'opéra comique, pareil, ce sont des élèves qui viennent de REP+, qui prennent des cours de théâtre, de danse, de musique, de chant, et qui, quand vous les voyez sur scène, sont sidérants de talent. Au départ, ils n'étaient pas prédisposés, rien dans leur éducation, dans leur environnement professionnel, ne les prédisposait à. Vous leur ouvrez une porte, et ça marche. Et ça leur ouvre ensuite, ces jeunes de la maîtrise populaire, il y a 100% de réussite au bac. Donc, voilà. Merci. Merci Agnès pour cet espoir aussi, cette note positive. On va devoir conclure cette table ronde, peut-être juste pour résumer un petit peu et reformuler les différents enjeux, en tout cas, qui ont émergé à travers cette table ronde. Autour de cette question, est-ce qu'il existe un management de l'inclusion à la française? Je vois la question de l'objectivation et de cette culture de l'objectivation de la diversité, et donc avec la question de la mesure qui a beaucoup ressurgi. On n'est pas toujours au fait en France qu'on peut compter. Culturellement, c'est pas dans nos habitudes. Or, ce que vous dites, c'est que la mesure va amener le progrès, et en tout cas va nous permettre de mieux traiter ce sujet-là, et qu'à un moment donné, il faut y aller. Deuxième enjeu, changer les représentations, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, lutter contre les tabous, des sujets qui sont traités dans d'autres pays et qui ont du mal à émerger en France parce que passé culturel, parce que vague d'immigration, et parce que la France a son contexte et à son histoire. Mais à un moment, pour changer les représentations, ça passe par le dialogue et le fait de poser les sujets, d'en parler d'en dialoguer finalement de manière assez ouverte, et de faire... de gommer, en tout cas, de dépasser ce clivage entre le perso et le pro, notamment dans l'entreprise. Et puis en troisième lieu, cette action sur l'écosystème, donc agir sur son écosystème,
tous coupables, moi le premier, comme disait encore le professeur Burner ce matin, c'est ça, c'est comment l'entreprise participe à la cohésion sociale aussi, via des actions citoyennes, via l'action et la responsabilisation de toute l'entreprise et aussi une responsabilisation vis-à-vis de ses parties prenantes pour faire corps avec la société et pourquoi pas donc créer une nouvelle culture, cette culture française qui va être colorée, qui va être diverse et donc qui va être riche finalement. Est-ce que c'est ce fameux modèle qu'on n'a pas encore trouvé du management de l'inclusion et sur lequel il faut peut-être se diriger? En tout cas, c'était passionnant, mesdames. Merci beaucoup pour votre contribution et votre participation. Merci à vous tous qui êtes dans cette salle et à vous qui nous suivez aussi en live. On vous dit à très bientôt. Merci.